Chambérissime, le podcast. Je suis Julie, je travaille à l'office de tourisme de la destination Chambéry-Montagne et vous écoutez Chambérissime. Dans ce podcast, je vous invite à me suivre pour une découverte de la ville et son histoire. Nous poserons des mots sur ses mystères, ce qui fait son âme, ses couleurs, ses saveurs. Une nouvelle page d'histoire sans visage, une promenade sur les chemins des 17, 18, 19 et 20e siècles. Au programme de ce nouvel épisode, la lecture de deux monuments emblématiques de la ville de Chambéry. La fontaine des éléphants d'une part, la statue de l'assassin de l'autre. C'est avec Chantal Georges, guide conférencière des monuments historiques, que nous allons lever le voile sur la fontaine des éléphants. Un monument de près de 18 mètres de hauteur qui aimante le regard et fascine quiconque visite Chambéry. Sur la place dite des éléphants, 4 pachydermes réunis par la croupe jettent de l'eau dans un bassin de forme octogonale. Chacun d'entre eux porte une tour de combat surmontée d'un bas-relief ou d'une inscription. Une haute colonne, pareille à un tronc de palmier, surmonte cet ensemble. À son sommet, la statue d'un homme en costume de lieutenant-général du roi de Sardaigne, tenant dans sa main droite ce qui semble être un document et de l'autre un sabre oriental. Cet homme, il s'agit du comte de Boigne, grand bienfaiteur de Chambéry. Et oui, malgré les apparences, il n'y a aucun lien entre les éléphants chambériens et Hannibal. Oups, une partie de l'intrigue est dévoilée. Retrouvons vite notre Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Julie. C'est toujours un vrai rayon de soleil de te voir. Ah oui, surtout aujourd'hui. Alors dis-moi, quand j'étais sur le chemin pour venir te voir, je voyageais dans mes pensées comme ça et je me disais, je t'ai donné rendez-vous aux éléphants. Et je trouvais que c'était vraiment quelque chose de très chambérien que de se donner rendez-vous aux éléphants. Est-ce que tu peux m'expliquer quel est le lien à Chambéry entre justement Chambéry et des éléphants? C'est assez original. C'est vrai que ça paraît bizarre, des éléphants dans la montagne, ça fait drôle. Mais si on a cette fontaine ici, c'est à cause de notre bienfaiteur, le général comte de Boigne. C'est un monsieur qui est né à Chambéry en 1751, qui est allé aux Indes, un militaire, et qui a gagné énormément de batailles, qui est revenu milliardaire et qui a donné une grande partie de sa fortune à Chambéry, pour embellir notre ville. Et donc cette fontaine est là, ça a été un monument qu'on a voulu élever en son honneur ? Ah bah oui, parce que donc il est mort en 1830 et tout de suite après en 1838, donc cette fontaine a été érigée ici à Chambéry. Donc les éléphants, c'est ce lien avec l'Inde. Ah oui, c'est le lien avec l'Inde. Alors parce que donc il est allé combattre un peu partout en Europe et même hors d'Europe, en Russie, en Turquie, dans les îles grecques et aux Indes. Et aux Indes, donc il avait des armées et dans ces armées, il avait des éléphants de combat. Des éléphants de combat. Et ce sont ces éléphants qui sont représentés ici. Super, c'était une belle idée. Alors dis-moi, tu nous parles de sa carrière aux Indes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors aux Indes, donc après différents endroits où il a combattu, il est arrivé aux Indes. Bien sûr, il y avait déjà les Anglais. Donc il s'est mis au service des Anglais dans un premier temps, puis il a travaillé pour lui, pour un Maharaja, Scindia, un marathe au nord de l'Inde, et donc il a réformé les armées, surtout l'infanterie, les soldats à pied, parce que la cavalerie était déjà importante avec des cavaliers persans. Et donc c'est un leader né, et ces soldats, ce qui est très important, c'est qu'il va les former, les habiller, il y aura une discipline, interdiction de saccager les villes, de voler, de tout ça, et ils doivent respecter une ligne. Et lui, donc c'est un leader né, un chef, et il va créer ces brigades, plus de 60 000 hommes, faut dire. Ah oui, donc c'était important, dis donc. C'est énorme. C'est énorme. Et lui, il a imposé cette discipline aux soldats. Et donc, il va gagner d'énormes batailles au nord de l'Inde. Et il va être récompensé, bien sûr. On va lui donner de l'or, des bijoux, des palais et un trésor inestimable.
En 1794, Cynthia meurt empoisonnée. Notre général prend conscience que son temps aux Indes est terminé. Et puis nous pouvons romancer l'histoire et imaginer que l'ère de la Savoie lui manquait. Peut-être. De Boigne quitte donc les Indes et débarque d'abord en Angleterre en 1796, où vite il se marie avec Adélaïde d'Osmond. Le couple s'installe dès 1804 à Chambéry. Je crois que l'on dit qu'il a donné un tiers de sa fortune à la ville. Voilà, il a donné à peu près un tiers de sa fortune à Chambéry, ce qui était colossal à l'époque. Et il a dit il était parti d'une famille relativement simple et il avait tant reçu dans sa vie d'honneur, de bijoux et d'argent que c'était de son devoir de redonner à sa ville une grande partie de sa richesse. Et je crois aussi qu'il a fait beaucoup. Il a participé à de nombreuses œuvres de bienfaisance. Voilà, donc partout où nous avons quelque chose qui est fait à cette époque-là, c'est toujours lui qui a donné les fonds. Par exemple, dans le dépôt de mendicité, voilà, parce qu'il y avait des pauvres, bien sûr, mais il fallait les mettre quelque part, leur donner à manger et leur donner un toit. C'est lui qui va donner l'argent pour ce dépôt de mendicité. C'est encore lui qui va donner de l'argent pour les hôpitaux et les orphelines. C'est encore lui qui va donner de l'argent pour construire la maison Saint-Benoît pour les personnes âgées. Donc, pour le lycée Vaugelas aussi, il va faire énormément pour l'école, le théâtre, les personnes âgées. C'est toujours lui qui est au début, qui donne l'argent. Comme nous l'indique Chantal, Benoît de Boigne lègue une grande partie de sa fortune au profit de fondations charitables de Chambéry. Ce sont d'ailleurs tous ces dons qui sont listés dans le document tenu par de Boigne du haut de sa statue. Son œuvre la plus spectaculaire et qui encore aujourd'hui reste la plus visible de tous est assurément la rue à arcades qui porte le doux nom de rue de Boigne. Principalement financée par notre grand aventurier, les travaux débutèrent en 1824. Malheureusement, ils sont à peine achevés quand de Boigne rend son dernier souffle en 1830. Certes, la rue constitue un véritable coup de sabre dans la vieille ville. De nombreuses constructions furent détruites sur son tracé, mais elle permit surtout d'aérer, d'embellir le cœur de ville et de faciliter la circulation. Vite, elle devint le centre mondain. Il faut imaginer que ces portiques à la mode turinoise faisaient l'admiration de tous. C'est donc ici que s'installèrent les commerces de luxe et les familles de notables. Même Stendhal donna un témoignage des portiques dans ses mémoires d'un touriste. Voici ce qu'il écrivit. « Il pleuvait justement aujourd'hui, et j'ai passé toute ma journée sous les portiques de la belle rue de Chambéry. Je pensais à la douce Italie. » Mais revenons à notre visite. Je demande à Chantal ce qui a été à l'origine de la fontaine. Alors cette fontaine, elle a été faite, il est mort en 1830, et cette fontaine sera faite rapidement en 1838, donc c'est très rapide. Et c'est le directeur des Beaux-Arts de Grenoble, Sapet, qui va faire ce monument. Alors, si on revient un petit peu en arrière, oui. Je crois qu'en 1832, donc 2 ans après le décès de Boigne, il y a un concours qui est organisé. Je crois qu'il y a 17 projets qui sont soumis à la ville et c'est l'un de ces 17 projets qui a été choisi. Je crois qu'il a été choisi pour son originalité. Voilà, c'est ça, parce que c'est des fontaines avec des éléphants, il n'y en a pratiquement pas d'autres en France. Il y en a en Italie, du Sud, en Sicile, mais nous, en France, il n'y en a pas d'autres. Alors ce qui est intéressant et ce qui est assez original, c'est que quand on regarde cette fontaine, on a 4 éléphants. Je crois qu'il y a 4 éléphants, c'est en lien avec la croix de Savoie. Voilà, parce que quand on voit du sommet, donc ça fait une croix. Et bien sûr, la croix, c'est déjà le symbole de la Savoie. Et nos 4 éléphants, alors on a juste la tête, les oreilles, la trompe et les 2 pattes de devant. Mais on n'a pas le derrière. Alors comment on les appelle à Chambéry? Ils ont un petit nom? Alors on les appelle la fontaine des 400 culs. Ah oui, c'est les 400 derrière. Ah oui, ça c'est la petite blague. Et donc c'est l'endroit le préféré des Savoyards et des Chambériens, parce que quand on a quelqu'un à rencontrer, c'est toujours à la fontaine des éléphants. Tu parles de Boigne en Inde, mais est-ce qu'il a toujours porté ce nom-là? Non, parce que justement, au départ, il ne s'appelait pas du tout de ni Boigne. Il s'appelait Benoît
le Borgne. Et donc il a un petit peu changé son nom de 2 lettres. Donc il n'était pas Borgne, c'était son nom. Et c'est vrai que Borgne en anglais, c'est très difficile à prononcer. Borgne. Et donc il s'appelait Boigne. Et puis après, il a été anobli par le roi de Sardaigne. D'où le nom Benoît de Boigne. Et le nom de la rue, donc la rue de Boigne. Et aujourd'hui, alors dis-moi, quelle est la relation des Chambériens avec leurs éléphants? Est-ce que c'est... parce qu'on a l'impression que c'est vraiment un symbole, quelque chose qui relève du symbole. En tout cas, les gens semblent apprécier se rencontrer ici. Regarde, on les voit tout autour, ils se prennent en photo. Oui. Et oui, parce que pour nous, ça fait partie de la vie. Nos éléphants, ils font partie de la vie chambérienne. Et même tous les étrangers qui passent à Chambéry, bon, souvent ils connaissent pas toujours l'histoire de la Savoie, hein, mais les éléphants, ils les connaissent toujours. Et quand on en voit, on dit « Oh bah oui, j'étais venu il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. » Et on se souvient des éléphants. On peut faire un selfie avec toi? On peut faire un selfie, bien sûr. Et puis alors, il y a une photo qui est vraiment intéressante à prendre. Vous allez voir. Voilà, c'est la photo à faire. Parce qu'ici, on a l'éléphant avec sa trompe, bien sûr, parce que les éléphants, ça trompe, hein, énormément. Et puis, au fond, il y a la rue de Boigne. Et tout au fond, là-bas, il y a notre château avec son échauguette. Et bien sûr, le drapeau. Voilà, donc ça, c'est une des plus belles vues de la ville de Chambéry. Et alors, dis-moi Chantal, donc en 1938, donc on choisit ce projet pour son originalité. Est-ce qu'elle a, depuis le départ, est-ce qu'elle était censée être ici ou est-ce qu'on l'imaginait à un autre endroit de la ville? Ah oui, ça a été très compliqué pour choisir la place exacte. Parce que donc on avait pensé peut-être la mettre sur la place Saint-Léger, peut-être la mettre devant le château, peut-être la mettre à l'endroit du croisement de la place Octogone. Et puis en fait, on a réfléchi et on a trouvé qu'ici c'était le meilleur emplacement à la croisée des chemins. Alors justement, parlons-en de ces chemins. Donc on est ici, donc place des éléphants. Oui. Nous avons donc la rue de Boigne d'un côté, donc on en a parlé, et nous sommes aussi sur les boulevards. Oui. Et les boulevards, ce sont les anciens remparts. Voilà, donc ici, il y avait les anciens remparts et derrière, il y avait les hôpitaux, donc l'Hôtel-Dieu et puis la Charité, et là où on soignait les malades, puis plus près de la rivière, la Lesse, bien sûr. Lorsque ces remparts ont été abattus, après la Révolution, on en a fait une grande promenade. Et c'était un lieu privilégié pour les Chambériens, parce qu'on se promenait là, ici, et c'était agréable. Il y avait des arbres, une partie verte, disons, une lignée verte à Chambéry, qui est toujours. Et on a aussi la rue Claude-Martin. Oui, alors cette rue Claude-Martin, elle est intéressante aussi, non seulement parce qu'elle est dans le prolongement de la rue de Boigne, mais aussi parce que Claude-Martin, c'était comme le général comte de Boigne, un aventurier qui est parti donc en Amérique du Sud, en Argentine, qui a fait fortune, et à cette époque on faisait des fortunes colossales. Il est rentré à Chambéry, lui aussi, et il a donné, lui aussi, beaucoup d'argent à la ville de Chambéry, notamment lors du transfert des anciens hôpitaux, l'Hôtel-Dieu, qui se trouvaient le long de la Lesse, pour les transférer de l'autre côté de la ville, sur la colline de Montget. Alors écoute Chantal, j'ai une dernière question à te poser, c'est une question peut-être un peu plus historique. Donc voilà, on a notre général qui est en costume de lieutenant général du roi de Sardaigne. Je t'ai quitté en 1563 au château. Tu nous expliquais que la capitale avait été basculée de l'autre côté des Alpes à Turin. À l'époque, donc les États de Savoie, on faisait partie d'un duché. Et là, donc, on parle de royaume. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tout cela s'est passé ? Oui, alors c'est assez compliqué parce que c'est toujours des questions d'alliance. Et nos princes étaient assez intelligents pour s'allier toujours du bon côté. Et donc là, on est au XVIe, lorsque la capitale est partie de l'autre côté des Alpes. Au XVIIe siècle, il y a un petit peu des changements. Et au XVIIIe siècle, alors là, ça change énormément. Parce que lors de la Ligue d'Augsbourg, c'est-à-dire contre Louis XIV, qui veut une expansion de son territoire.
Donc on est tous ligués contre lui, la Savoie, l'Autriche et tout ça. Et au traité de paix, donc au traité d'Utrecht en 1713, notre représentant, un chambérien d'ailleurs, Mellered, va faire que ça va être bénéfique pour nous. Nous allons recevoir le Milanais et encore une partie de la future péninsule italienne, et plus nous allons recevoir la Sicile. Et donc, comme la Sicile était un royaume, nous devenons le royaume de Sicile en 1713. Malheureusement, la Sicile va être envahie par les Espagnols autrichiens et donc on va nous redonner en compensation la Sardaigne. Et donc, en 1718, nous devenons un royaume de Sardaigne. Donc, royaume de Sardaigne, prince de Piémont et duc de Savoie. Voilà. C'est un programme. Oui, c'est tout un programme et nos princes ont joué du bon côté, disons. Voilà, on est en 1718, on est roi de Sardaigne. Et donc c'était l'époque de De Boigne. C'était l'époque de De Boigne. Il faut dire qu'après, mais c'est seulement après, nous allons être envahis, puisqu'on change d'alliance, encore une fois, et en 1743, nous allons être envahis par les Espagnols. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Et puis après, par les révolutionnaires français, encore une fois. Ça sera une autre page d'histoire qu'on ouvrira un petit peu plus tard. Écoute, je te remercie parce que tu vois, j'avais de la tendresse pour ces éléphants et maintenant je vais avoir de la reconnaissance en plus de cette tendresse pour De Boigne et j'ai été très heureuse de découvrir ce personnage avec toi. Oui, parce que c'est un grand monsieur dans tous les sens du terme, un grand bienfaiteur, quelqu'un qui a donné de sa vie, qui a eu du courage exceptionnel pour combattre. Et à la fin de sa vie, il a compris que sa ville de Chambéry devait être la plus belle de la Savoie, des pays de Savoie. Et donc, il a donné tout ce qu'il pouvait donner à sa Savoie natale. Merci beaucoup Chantal pour cette visite. À bientôt. Oui, à très bientôt. Merci. Au revoir. Nous nous quittons avec Chantal, et puis je repense à De Boigne, tous les honneurs qu'il reçut au fil de sa vie. Napoléon qui le décide à la présidence du Conseil général du département du Mont-Blanc, lors de la première réunion de la Savoie à la France. En 1815, il est décoré de la Légion d'honneur par Louis XVIII, roi de France. Quelques mois plus tard, alors que la Savoie réintègre le royaume de Sardaigne, Victor Emmanuel Ier de Savoie lui décerne le titre de comte. Charles Félix, autre roi de Sardaigne, le décore de la Grand Croix des Saint-Maurice et Lazare. Autant de périodes, autant de régimes politiques. J'ai envie d'en savoir plus. Je sais que l'histoire d'un monument chambérien va m'aider à cela. La statue de la Sasson, située de l'autre côté du boulevard de la Colonne, à quelques 200 mètres de la place des éléphants. Son histoire est riche. Je décide donc de contacter Jacques Viou, vice-président de la Société des Amis du Vieux Chambéry, pour une lecture que j'imagine passionnante de cette histoire. Bonjour Jacques. Bonjour Julie. Alors écoute, aujourd'hui, j'aimerais ouvrir avec toi un livre d'histoire. Il y a des dates comme ça de la maison de Savoie, de l'histoire de la Savoie de manière générale que j'aimerais bien évoquer avec toi. Alors, je t'ai donné rendez-vous au pied de la Sasson. Il y a une raison à cela, parce qu'à travers elle, on peut évoquer plusieurs pages de l'histoire. Tout à fait. Alors, la première, on est en 1892. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, en 1892, on décide d'ériger la Sasson ? Eh bien, nous sommes le 4 septembre 1892. Chambéry reçoit le président de la République, Sadi Carnot, pour inaugurer cette fameuse Sasson. Pourquoi ? Eh bien, 100 ans auparavant, en 1792, les révolutionnaires français étaient arrivés à Chambéry. Chambéry était acquis aux idées nouvelles. On avait ouvert très grand les portes de la ville. On avait bien accueilli ces révolutionnaires qui venaient amener la République donc en Savoie. C'est Savoie qu'elle allait devenir le département du Mont-Blanc. D'accord. Et donc, cette période, donc cette première réunion de la Savoie à la France, combien de temps a-t-elle duré ? Eh bien, elle a duré de 1792 à 1815. 1815, c'est la chute de l'Empire. À ce moment-là, il y a le Congrès de Vienne. Et le Congrès de Vienne redonne aux familles régnantes, comme la famille de Savoie, ses anciens États. Et c'est pour ça qu'en 1815, la Savoie revient donc sous le régime de la maison de Savoie des rois de Sardaigne. D'accord. Et donc, aujourd'hui, nous sommes français.
bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y a une autre date importante, c'est 1860. Alors 1860, naturellement, le roi de Sardaigne, Victor Emmanuel II, veut absolument faire l'unité italienne. La Maison de Savoie seule ne peut pas réaliser l'unité italienne. Alors on va demander l'aide de la France. La France va naturellement aider la Maison de Savoie à réaliser cette unité italienne. Et puis en échange, eh bien, on donnera la Savoie et le comté de Nice. C'est comme ça que nous sommes devenus définitivement français en 1860. Alors je crois qu'il y a eu un référendum. Alors on appelle ça un référendum, d'autres l'appellent un plébiscite. Bon, il faut dire que les gens en Savoie étaient tout à fait acquis à la cause française, puisque sur 135 000 oui, il y a eu 250 non. Il faut bien comprendre que ces 250 non, c'était surtout les familles nobles qui étaient fidèles à la Maison de Savoie, au roi, et qui ont voulu suivre le roi à ce moment-là. Mais enfin, la Savoie était acquise, bien sûr, aux idées françaises à ce moment-là. Alors revenons en 1892. Est-ce que le monument s'appelait la Sasson? Comment a-t-il pris ce nom? Alors d'abord, revenons un petit peu sur un côté un peu anecdotique. À l'époque, les municipalités, notamment celle de Chambéry, n'a pas beaucoup d'argent. On veut bien faire quelque chose, mais on ne peut pas faire quelque chose de très grandiose. Alors l'histoire raconte que Chambéry aurait racheté au rabais une statue qui était destinée à un village lorrain. D'ailleurs, lorsque vous regardez la statue de la Sasson, elle n'a rien d'une savoyarde, elle a une coiffe lorraine. Alors on a racheté cette statue que l'on a inaugurée à Chambéry, et à l'époque, naturellement, elle ne s'appelait pas du tout la Sasson, puisqu'elle devait évoquer la France qui serrait contre son cœur un drapeau français. Mais le jour de l'inauguration, lorsque le voile est tombé, dans la foule, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus des campagnes environnantes, et à l'époque, dans les campagnes, on parlait encore le patois. Et lorsque le voile est tombé, on a pu entendre dans la foule « Oh, qu'est Sasson !» Alors le mot Sasson, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, il y a plusieurs versions. Normalement, en patois savoyard, la Sasson, c'est une femme robuste, un peu une maritorne. Et puis d'autres disent que non, la Sasson voudrait dire plutôt un diminutif de Soisy, c'est-à-dire Françoise, française. Mais enfin, en règle générale, la Sasson, on peut dire que c'est une grosse femme. Alors, on va avancer un petit peu dans l'histoire, même beaucoup. On arrive en 1942, donc on est pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors là, je crois qu'elle a une histoire tragique, cette Sasson. Qu'est-ce qui lui est arrivé? En 1942, il y a une loi de la récupération des métaux non ferrés. Et toutes les villes de France doivent envoyer pour l'Allemagne, c'est une sorte de dette de guerre, il faut envoyer des métaux sur l'Allemagne, et il est décidé qu'on fera un choix entre les différents monuments. Malheureusement pour Chambéry, plusieurs monuments vont être désignés, notamment Jean-Jacques Rousseau, et puis notre Sasson. Et c'est ainsi que le 23 mars 1942, à 6h du matin, comme un peu pour les condamnés à mort, on va déboulonner notre Sasson. Elle va partir sur un chariot, comme une femme qu'on amène à l'échafaud. Et justement, au moment à la gare de la mettre dans le wagon, elle est trop grande, on va la décapiter, on va lui scier la tête, et la Sasson va partir en direction de l'Allemagne. Alors je crois que le socle de la Sasson est devenu, le lieu est devenu un symbole pour la résistance. Tout à fait. Parce que cette Sasson qui au début était un peu brocardée par les Chambériens s'étaient attachés à ce monument. Et le matin du 23 mars 1942, c'est un choc à Chambéry lorsqu'on voit que la Sasson a été déboulonnée. Et à ce moment-là, une poignée de jeunes étudiants, de lycéens, de jeunes étudiants résistants, à la tête d'eux, il y en avait un qui était plus grand par la taille que tous les autres, les Chambériens vont bien le connaître après coup, il s'appelle Pierre Dumas, décident à ce moment-là de se réunir. Ils vont collecter un petit peu d'argent, ils vont faire fabriquer Place Métropole au Petit Jardinier, qui était un magasin de fleurs, une belle gerbe tricolore, et le lendemain, il y aura une manifestation au pied du socle de la Sasson. Et à partir de ce moment-là, le socle de la Sasson va devenir un symbole de résistance, et chaque jour, on pourra voir des mains anonymes déposer des bouquets de fleurs au pied du socle de la Sasson. Alors, je crois que tu as une anecdote particulière par rapport à un 14 juillet.
Oui, c'est effectivement le 14 juillet 1942, nous sommes encore, nous, Chambéry, en zone libre. Eh bien, Radio Londres, avec la voix de Maurice Schumann, demande que dans toutes ces villes qui sont encore en zone libre, qu'il y ait des manifestations, c'est-à-dire des rassemblements. Alors, à Chambéry, on se dit, est-ce que ça va déplacer beaucoup de monde? Toujours ces mêmes résistants, ces jeunes résistants vont distribuer des tracts. Et l'après-midi du 14 juillet 1942, on attendait quelques personnes. Et la grande surprise, près de 3000 personnes se trouvent au pied du monument. À ce moment-là, on chante la Marseillaise et les Allobroges. Les gardes mobiles, la manifestation étant interdite, vont faire une charge. Mais le soir même, à Radio Londres, on annonce qu'à Chambéry, il y a eu une grande manifestation. Ce fut l'une des premières manifestations de résistance collective que l'on a eue en France. Alors, est-ce qu'on peut faire une petite aparté? Tu parlais de zone libre. Est-ce que tu peux nous rappeler les dates? C'est-à-dire, je crois qu'on a eu 2 occupations, une italienne, une allemande. Est-ce que tu peux nous rappeler quand? Alors pour nous, les Français, il ne faut pas oublier que la guerre, c'est 1939-1940. Mais une chose quand même que beaucoup de personnes ignorent à Chambéry, c'est qu'en 1940, les Allemands ne sont pas entrés à Chambéry. Ils ont été arrêtés pas très loin d'ici, au Vivi-du-Lac. Il y a eu de violentes bagarres le long du lac du Bourget, notamment à la baie de Grésines. L'armistice est arrivé à ce moment-là et bien sûr, les combats ont cessé. Chambéry, à ce moment-là, comme la moitié de la France, va être placée en zone libre, et ça jusqu'en novembre 1942, puisqu'en novembre 1942, les Alliés vont débarquer en Afrique du Nord. À ce moment-là, les Allemands décident d'occuper toute la France, mais nous, toute la partie Est va être occupée par les Italiens. Alors, on dit toujours l'occupation italienne, très souvent, a été plus brocardée que crainte. Elle n'a pas été trop méchante pour notre cité. Mais en 1943, les Italiens vont demander à leur tour l'armistice et ce sont les Allemands qui arrivent à Chambéry. Et en septembre 1943, les choses vont changer. La Gestapo s'installe à Chambéry. C'est la persécution des Juifs, les arrestations de résistants. Et pendant pratiquement 1 an, Chambéry va vivre sous la terreur. Alors si l'on revient à la Sasson, donc tu nous as expliqué qu'elle était en partance pour l'Allemagne. Elle est aujourd'hui ici. Quelle est son histoire par la suite? Alors, grande surprise, en 1945, dans une gare, sur une voie abandonnée, on trouve un wagon, à l'intérieur une statue décapitée. Très vite, on va pouvoir retrouver l'origine de cette statue. Elle sera rapatriée à Chambéry dans les années 1946. Mais 1946, à Chambéry, on a un autre souci. La ville est à moitié détruite. Il faut reconstruire Chambéry. Et naturellement, la Sasson va être remisée dans un dépôt. Elle sera ensuite déposée dans les ateliers municipaux. Et c'est à partir de 1982 qu'on va faire une découverte. Dans les galetas de musée savoisien, on va retrouver un moulage de la tête de la Sasson qui avait été décapitée. On va refaire une nouvelle tête à la Sasson. Et à ce moment-là, les amis du Vieux-Chambéry vont rentrer en campagne pour qu'on remette la Sasson. Alors il y aura des distributions de tracts, il y aura énormément d'articles sur les journaux. Et le 1er juin 1982, sur la place du Centenaire, là où elle était, de nouveau, on inaugure une Sasson avec une nouvelle tête. Alors tu parles de l'endroit où elle est, cette Sasson. Pourquoi en 1892 on décide de l'implanter ici? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que c'était un quartier plutôt récent qu'on avait envie de... Alors la raison particulière, non. Chambéry a toujours été un petit peu pauvre en place. On ne savait pas très bien où mettre cette Sasson. Elle était là. À l'époque, elle regardait face au Nivolet. On a trouvé que c'était en plein centre-ville. C'est pour ça qu'on l'a mis là. Mais il n'y a pas une raison. Et puis naturellement, cette place après a été baptisée place du Centenaire, bien sûr. Voilà l'explication. Voilà un peu l'explication. Donc 1982, on est en 2022, cela fait 40 ans. Est-ce qu'il va y avoir peut-être quelque chose de particulier autour de cet événement? Nous tenons, nous amis du Vieux-Chambéry, de rappeler quand même qu'à l'époque, on avait été à la tête de ce mouvement. Nous ferons certainement une belle vitrine avec ces images historiques que nous avons, et puis des articles sur les journaux. Il faut quand même célébrer ce grand moment. Ça a été un moment un peu de communion. Alors, j'ai un souvenir quand même qui m'avait bouleversé. Vous savez, lorsque la Sasson avait été inaugurée en 1892, elle était due aux ciseaux du grand sculpteur
sculpteur Falguière, qui était un grand sculpteur français. C'est à lui qu'on devait le quadrige qui se trouvait sur l'Arc de Triomphe anciennement à Paris. Et lorsque il a été inauguré, le pauvre Falguière, le soir de l'inauguration, a fait le tour de Chambéry et partout on se moquait de sa statue. Et on raconte que ce soir-là, il est rentré dans son hôtel et il s'est mis à pleurer. Et j'ai un souvenir très précis, le jour de l'inauguration, il y a 40 ans, j'étais là au milieu de la foule et à côté de moi, il y avait un vieil homme de la campagne, il avait son béret sur la tête et lorsque le voile de la statue est tombé, eh bien j'ai vu ce vieil homme se découvrir, il a pétri son béret entre ses mains et à ce moment-là, des larmes ont roulé sur ses joues. Et je me disais, les Chambériens avaient fait pleurer Falguière, mais aujourd'hui, un Chambérien pleurait en revoyant l'assassin. Eh bien écoute Jacques, merci beaucoup pour cette nouvelle page d'histoire. C'est toujours un plaisir de visiter Chambéry à tes côtés. À très bientôt. Merci beaucoup. L'histoire, celle qui prend vie quand elle est contée, celle qui nous donne des repères et qui nous fait avancer. J'espère que cette promenade chambérienne fut agréable. Au-delà de leur qualité de monument, les éléphants et l'assassin auront peut-être désormais un petit supplément d'âme. Les premières pages d'un joli livre d'histoire que vous-même aurez plaisir à raconter. Chambérissime est un podcast Chambéry Montagne. Vous pouvez réécouter, podcaster cet épisode sur le site internet chambérymontagne.com et la page Facebook du même nom. Prise de son, montage, mixage et réalisation, Kamel Bouziane, Arabor Savoie, des mélodies signées Scal, une découverte de Chambéry en compagnie de Chantal Georges, guide conférencière des monuments historiques, Jacques Viou, vice-président de la Société des Amis du Vieux Chambéry et Julie Chavaribert pour l'Office de tourisme. À bientôt pour de nouvelles aventures.